Ça a commencé quand j'avais 5 ans. J'étais invité à un anniversaire, l'anniversaire d'un ami à moi, Nissim, et son père a fait quelques tours de magie. Son anniversaire, c'était le 1er décembre, et je tombais totalement en amour de cet art, et je comprenais pas comment il faisait disparaître cette pièce. Et 15 jours plus tard, c'était mon anniversaire, et j'ai demandé une boîte de magie pour mon anniversaire. C'est là où tout a commencé. J'ai jamais arrêté. Au début, j'ai commencé à apprendre la magie tout seul, dans des livres, avec des cassettes. Et après, très tôt, j'ai rencontré Claude Nopes, un magicien, qui m'a un peu pris sous son aile. C'était en quelque sorte mon mentor. Et Claude Nopes m'a appris la magie, il m'a appris plein de techniques de magie de scène. Et la femme de Claude Nopes est Mime. Et donc je suivais des cours avec Claude Nopes et le week-end. Et le matin, je suivais des cours avec lui, et l'après-midi, je suivais des cours avec sa femme, qui est Mime et qui est une élève d'Étienne Decroux, qui est un peu le père du mime moderne. Donc j'ai eu la chance d'apprendre le mime avec elle. Donc il m'a enseigné la magie et le mime pendant plusieurs années chez eux. Et Claude Nopes avait aussi une école de magie, et c'est lui qui m'a permis d'avoir mes premiers contrats, de rencontrer d'autres magiciens, de participer à des galas, des concours de magie. Donc c'est lui qui m'a vraiment ouvert les portes. Et il m'a pris son aile de mes 8 ans à mes 17 ans, un truc comme ça. Avec le spectacle, les différents numéros qu'on a créés, le but c'est de participer à des émissions télé, même si aujourd'hui ça apporte une super vitrine de passer à la télé. Mais aujourd'hui aussi, avec les réseaux sociaux, quand on peut publier une vidéo, et la vidéo peut avoir une visibilité énorme, beaucoup plus qu'une émission de télé. Et ça rend aussi ce côté accessible. Et oui, ça fait partie du but. Là, on a prévu dans les prochains mois de faire plusieurs passages dans d'émissions, et avec les numéros qu'on a créés, avec les ombres chinoises, en mêlant magie et pas seulement magie, mais aussi des marionnettes, des choses avec des marionnettes. J'ai commencé par la magie des cartes, la magie du close-up, la magie rapprochée. Et après, petit à petit, je me suis rendu compte, notamment en prenant des cours avec Musidora, la femme de Nopes, que je me concentrais beaucoup sur mes mains, et qu'en fait, quand on était sur scène, on vient pas juste sur scène avec ses mains, on vient sur scène avec tout son corps. Je me suis rendu compte qu'il fallait que la magie, c'était pas suffisant. Et donc c'est là où j'ai associé le mime à la magie. Et aussi j'aimais cette idée de pouvoir raconter des histoires sans parole, et de pouvoir communiquer, et de pouvoir être dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays, et de pouvoir se faire comprendre, de pouvoir faire passer un message, faire passer des émotions. Et avec le mime en même temps, je me suis intéressé au théâtre d'ombre, avec un marionnettiste australien qui s'appelle Richard Bradshaw, qui fait du théâtre d'ombre. Et je suis tombé totalement amoureux de cet art, et c'est ça qui m'a amené vers les marionnettes, vers le théâtre d'ombre, vers différentes techniques. Ça m'a amené aux marionnettes, et après, avec Raymond Crow, un autre Australien qui fait des ombres chinoises, j'ai eu envie de faire des ombres chinoises quand j'étais ado. Et les ombres chinoises, justement, c'était un bon mix entre la marionnette et la dextérité qu'il faut pour faire de la magie. Et après, à force de faire de la marionnette, des ombres chinoises, de la danse aussi, de la magie, j'avais besoin de pouvoir construire des choses, des décors, des choses en électronique, en mécanique. Et c'est là aussi où je me suis formé avec. À partir d'abord d'une histoire que je veux raconter, ou d'une émotion que je veux raconter. Et après, en fonction de ça, j'ai plusieurs outils, et je considère vraiment la magie ou la marionnette ou une chinoise comme des outils pour raconter des histoires. Et donc en fonction de l'histoire ou de l'émotion que je veux faire passer, je pioche dans tous les outils, dans toutes les techniques de marionnette, dans toutes les techniques de magie, de romanie, de mécanique.
Ouais, j'essaie d'utiliser le moins possible de paroles. Dans ce spectacle, il y a quand même un peu de paroles. L'objectif, c'est de créer plus tard une deuxième version sans paroles. Malheureusement, il y a certains moments où on est obligé pour certains éléments, comme dans les films muets, quand ils rajoutent des pancartes, on est obligé de rajouter du texte ou un peu de paroles. Mais donc, j'essaie d'avoir le moins de paroles possible, même s'il y en a, et quand elle est, qu'elle soit vraiment nécessaire, et qu'elle soit à des spectateurs qui ne parlent pas du tout la même langue. Et c'est vraiment ce côté universel qui m'a donné envie de faire des choses sans paroles et qui m'a donné envie de me former au mime. Parfois, on raconte plus juste en laissant son corps s'exprimer, en laissant ses gestes, plutôt qu'avec la parole. Les spectateurs réagissent très différemment, et surtout à la magie. J'ai la chance de faire des spectacles aux États-Unis. Aussi aux États-Unis, je fais aussi pas mal de spectacles dans la rue. Et ouais, c'est tout à fait très différent. Mais souvent, ce que je remarque, c'est qu'aux États-Unis, les spectateurs sont beaucoup plus expressifs, vont plus facilement crier et dire « ouais, non ». Et alors qu'en France ou alors en Asie, c'est une réaction qui est différente. C'est en faisant un projet qu'il y a un autre projet qui se crée, un autre. Après, on se rend compte, mais je suis en train d'ouvrir une boîte de production où il y a marqué sur mon cabis vendeur de chaussettes, prof de magie et producteur de spectacles. Par exemple, le jeu de cartes, c'est parti d'un numéro, d'un tableau du spectacle, dans lequel on avait besoin que 2 cartes se dénudent. Et en faisant des recherches, on cherchait des cartes dénudées, et on s'est aperçu que tout ce qu'on pouvait acheter en boutique, c'était vraiment pas très family friendly, quoi. Donc on a lancé ce jeu de cartes comme ça. C'était une blague au début, et le jeu de cartes a bien fonctionné, et maintenant on l'a vendu dans 70 pays différents. Ouais, je crée aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup avec le métier de magicien ou marionnettiste, enfin plein d'autres métiers. C'est ce côté où on peut passer du temps à être sur scène, à développer le texte, enfin toute la partie scène, et aussi on passe énormément de temps à l'atelier, à bricoler, à fabriquer, à faire des créations 3D, des trucs comme ça. Et la création d'effets, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais dans le spectacle, la plupart des effets sont des créations. Mais on n'est pas beaucoup à créer de la magie, à savoir bricoler et faire des choses, et fabriquer des choses qui sont pour la scène, parce que c'est très différent de fabriquer des choses pour le musée ou pour d'autres accessoires. Donc ça m'a amené à faire. J'ai eu la chance de faire des trucages pour des courts-métrages, des films, de l'opéra aussi. Il y a 2 ans, ouais, comme ça, j'avais bossé pour un film Pétaouchno. C'était une expérience où il fallait former les acteurs à la magie. C'était surtout l'acteur Philippe Rebaud, qui devait faire de la magie sur des chevaux, et il fallait fabriquer aussi des petits accessoires. Et donc c'était. Et dans ces cas-là, on est magicien, mais on est un peu des accessoiristes plus. Et de faire en sorte surtout que la magie soit accessible à des non-magiciens. Et ça, c'est une contrainte qui est très compliquée. C'est après avoir travaillé en Asie, je suis rentré en France, et c'est là où je me suis mis à créer le spectacle The Daydreamer, qui est disons une version plus aboutie de l'ancien spectacle qu'on jouait avant, qui s'appelait Clair Obscur, et aussi un spectacle qui mélangeait magie, humour chinoise. Et c'est en rentrant que je me suis dit que je voulais faire quelque chose de plus grand, et travailler avec d'autres gens, avec des acrobates, avec un compositeur aussi. Et c'était la première fois que je crée un spectacle avec un compositeur. Et donc ça s'est fait petit à petit. Mais oui, ça a commencé il y a 5 ans, cette aventure de création de Daydreamer. Et voilà. Et la première était il y a un mois, un peu moins d'un mois. On vous attend le 6 décembre à 20h30 à la salle Jean Renoir pour le spectacle Daydreamer. On vous attend.